Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Chalon TV pour une interview un peu particulière parce qu'elle se fait en différentiel, en distanciel par Zoom. Donc aujourd'hui, ce 2 avril, c'est un jour un peu particulier pour un certain nombre de personnes, mais aussi pour tout le monde peut-être, je pense. C'est la journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. Alors l'autisme, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Ça a été souvent depuis il y a quelques années dans l'ombre, hein, comme quelque chose de pas normal, quelque chose de pas à montrer. Et là, avec de nombreux films, notamment le film Hors Normes, des débats à la télévision. Il y a eu un documentaire mardi sur la 5. Anthony qu'on voit qui va se présenter après, il a participé à une émission sur l'autisme à France 2. Donc voilà, donc l'autisme sort de l'oubli, on en parle de plus en plus, il y a des mesures qui sont mises en place, alors peut-être que ce sont des mesures insuffisantes parce qu'on parle de très loin, mais on va donc en discuter avec nos trois invités. Hein, donc déjà, Anthony, on te connaît bien ici à Chalon TV, mais peut-être que tu peux de nouveau te présenter et me dire ce que représente pour toi cette journée du 2 avril, journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. Bonjour déjà, et bonjour à Daoud, bonjour à Fatma, bonjour Dominique. Donc déjà merci de pouvoir faire cette interview pour cette journée qui est importante, sachant que pour moi la journée de l'autisme c'est une journée que je vis tous les jours, hein, H24. Hein, comme tu le sais, on a fait des reportages sur Pierre qui est autiste sévère. Et pour moi, cette journée, elle est quand même importante parce que c'est pour faire aussi comprendre aux personnes qui ne vivent pas notre quotidien ce qu'est l'autisme, sensibiliser à l'autisme et aussi faire accepter l'autisme auprès du public, quoi, auprès de toutes ces personnes qui ne connaissent pas ce handicap. Il y a eu le reportage sur France 5 qui a été diffusé le 30 mars qui explique clairement les choses, mais ça, je pense qu'on en parlera pendant l'interview parce que j'ai certaines choses à dire là-dessus. Et puis voilà, et puis je tenais à remercier Daoud et puis Fatma d'être présents parce que c'est voilà, moi je suis Daoud depuis un petit moment. Aujourd'hui, on se contacte régulièrement et je suis très content de pouvoir l'avoir aujourd'hui pour l'interview parce que je pense qu'il a aussi des choses à dire et c'est aussi important qu'il puisse avoir le droit de parole par rapport à ces journées qui sont importantes. Alors, tu as Voilà. peut-être oublié de dire, Anthony, que tu es le président d'une association quand même. Il ne me semble pas que Oui, je tu leur suis en le aies parlé. président de l'association Le Monde Bleu 71, mais à force de le répéter, je pense que les gens le savent. Mais Ah, on ne voilà, je sait suis le jamais, il y a président de plein de gens l'association. qui viennent d'ailleurs. Et voilà, Mais l'émission sera peut-être vue par nos habituels, abonnés, les habituels abonnés, mais peut-être par d'autres gens. Donc, il faut bien redire à chacun qui est quoi. Alors, Daoud, tu as la parole. Tu nous dis un petit peu qui tu es. Hein, Oui, tu es sûrement très connu dans le monde de l'autisme, mais peut-être moins connu dans le monde du non-autisme. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et aussi quel est le sens pour toi de cette journée? Parce que des journées, la journée de la femme, journée de la liberté, journée des fleurs, des coquelicots, du soleil, de la pluie, des journées, il y en a presque tous les jours. Hein. Chaque jour est une journée. Alors, est-ce que cette journée de l'autisme, ça a un sens ou c'est de la com? Et si ça a un sens, quel sens ça a pour toi? Donc déjà, qui es-tu? alors bonjour de m'avoir invité. Merci encore Anthony de m'avoir fait la proposition et puis aussi à TV Shalom, de nous avoir invités avec Fatma. Donc moi je suis Daoud Tatou, je suis président de l'association Tes Vacances qui fait de l'accompagnement durant les week-ends et les périodes de vacances des cas complexes en situation d'autisme et je suis directeur dans la direction générale du Silence des Justes avec Stéphane Benamou. Vous avez cité le film Hors Normes, donc Stéphane travaille avec moi sur les questions d'autisme depuis plus de 20 ans. Et effectivement, on a inspiré ce film qui a permis de mettre en lumière les cas complexes, comme le fils d'Anthony, puisqu'il a été diagnostiqué cas complexe. Pour moi, la journée de l'autisme, c'est une journée de com, mais c'est une journée qui est importante. Bien sûr, je suis d'accord avec Anthony, les parents sont H24 avec leur enfant, et c'est une journée de l'autisme qui se répète tout le temps. Mais au même titre que les mêmes autres thèmes, comme la journée de la femme, la journée des personnes âgées, des grands-pères, des grands-mères, ceci, cela, je trouve que c'est bien qu'on ait une journée de l'autisme parce qu'à un moment donné dans l'année, on fait un focus sur eux et c'est une problématique dans laquelle on parle, on rediscute et on fait connaissance avec des personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est aussi important, même si ça reste majoritairement une grosse journée de com.
ça permet aussi de faire un point dessus. Voilà. Après, moi, je suis parrain du Monde Bleu 71 avec Anthony, parce qu'effectivement, c'est Je vois lié que tu as le d'amitié t-shirt, hein, avec tu vois le Anthony. t-shirt. Tu as le Exact. t-shirt, hein, J'y voilà. suis, C'est en avec bleu. mon t-shirt fidèle. Je suis parrain avec Anthony et avec le docteur Saravan, déjà que tout le monde connaît, qui est un très, très grand ami et un très grand spécialiste de la question de l'autisme. Parce que pour nous, c'est important en tant que professionnels de soutenir les familles, en sachant que les familles sont une pièce maîtresse dans l'accompagnement, parce que sans eux, on ne fait rien. Ceux qui connaissent le mieux leur enfant, ce n'est pas les professionnels, c'est les familles. Donc, il y a un travail assez important à faire. Toutes les initiatives étatiques qui sont présentes aujourd'hui ne l'ont été que parce que les familles ont existé au préalable. Ça, c'est très important de comprendre ça. Tous les mouvements qu'on a pu gagner dans le monde de l'autisme, c'est parce qu'il y avait des associations de parents, il y a bien longtemps, qui ont fait le travail, qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir travailler correctement et d'avoir des outils supplémentaires. Donc, on fera le point un petit peu de savoir où en est ce combat, hein, parce que c'est un combat qui est permanent. Hein. Vous êtes parti de très loin, parce qu'il n'y avait presque rien. Hein. Les autistes étaient cachés. Donc, ça a avancé, mais on verra un petit peu, toi, en tant que pratiquant d'enfants, côtoyant des enfants qui sont handicapés par l'autisme, les parents, de nous dire un petit peu qu'est-ce que tu attends de plus, qu'est-ce qui manque. Et on sait par exemple qu'il y a d'autres pays comme le Canada qui sont bien plus avancés que nous. Oui. Alors, Fatma, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Bonjour Dominique, bonjour Anthony. Merci pour cette invitation. Je salue également tous les auditeurs de TV Chalon. Effectivement, moi, je travaille avec Daoud depuis maintenant bientôt 20 ans. J'ai commencé mes stages en tant qu'étudiante en psychologie auprès de Daoud. Ensuite, on a eu un partenariat pendant plusieurs années sur différents projets, et notamment des formations dans le domaine de l'autisme. Et donc là, depuis quelques temps, nous travaillons ensemble au Silence des Justes, association dans laquelle je travaille depuis 18 ans actuellement. Et donc, comme Daoud, je suis aussi très sensibilisée à la question de l'autisme, mais également aux évolutions qu'il peut y avoir et qui vont permettre d'aider les prises en charge, mais d'aider également les familles. La spécificité dans le domaine de l'autisme, c'est que ce sont des personnes qui sont concernées, mais qui ont des difficultés pour s'exprimer. Donc, c'est très important, elle est doublement importante, cette journée de sensibilisation, parce que c'est parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler, c'est parler pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, et c'est faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. La sensibilisation, elle doit être générale, elle doit être constante, et ça permet aussi de faire un point sur les avancées. Il y a énormément d'avancées, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des prises en charge, au niveau des méthodes de travail. Il y a énormément d'avancées. Et c'est important de pouvoir, à un moment donné, pointer ce qui se fait, pointer ce qui est bien, pointer ce qui n'est pas bien. Et cela va permettre d'améliorer le quotidien et la prise en charge des personnes avec autisme. Alors, on parle du monde des justes. Hein. Bon, vous connaissez évidemment puisque vous y êtes. Anthony connaît bien, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas cette association. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y faites? Et quel type d'enfants handicapés d'autisme vous accueillez? Alors, c'est une association qui existe depuis 1996, qui accueille des enfants, des adolescents et également des adultes autistes sur une prise en charge permanente. C'est-à-dire que 24/24. Les personnes sont accueillies 24 heures sur 24. On a un accueil à la journée par pôle, par unité, donc par secteur. Et les personnes sont accueillies après leur journée d'accueil sur des appartements où ils vivent en petits groupes. Et c'est des autistes sévères ou il y a toute forme d'autisme? Oui, il y a différents degrés d'autisme. On a surtout des cas complexes, comme disait Daoud, et on a de nombreuses situations qui sont dites sans solution et qu'on va essayer d'aider les familles. On va proposer un accueil parce que dans de nombreux cas, ce sont des situations où les familles ne peuvent plus gérer le quotidien avec leur enfant. Quand tu dis sans solution, ça veut dire quoi, Daoud? Quand on dit sans solution, ça veut dire quoi? En France, on manque de 40 000 places. Donc, sans solution, c'est quand il n'y a pas du tout de prise en charge à la journée et en l'occurrence en soirée. Il faut savoir que dans le monde de l'autisme, Anthony peut en parler parce qu'il gère quand même pas mal de parents et beaucoup de l'appel pour lui demander des conseils. Il y a énormément de divorces dans le monde de l'autisme. Voilà, on s'est occupé justement d'un cas que tu as filmé, Dominique, de M. Meyer, il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Il n'y a pas longtemps. Voilà.
Donc, il y a une réalité. La sans solution, c'est quand vous avez un enfant qui est à la maison, pas pris en charge, ce qui fait que l'un des deux parents doit arrêter de travailler. Donc, économiquement, ça pose un souci. Souvent, les mamans sont tout seuls. Donc, courage et encore félicitations, respect, mais grand respect aux parents et aux couples qui restent attachés dans cette épreuve parce que c'est l'un des sujets. Enfin, il y a énormément de divorces dans la communauté de l'autisme, c'est une réalité. Hein. Et donc, du coup, sans solution, c'est ça. C'est que c'est un jeune qui est à la maison, à la charge de la famille ou d'un des deux parents, sans prise en charge éducative, en tournant en rond, passant sa journée, soit à tourner, soit à regarder la télé, avec ses objets restreints. Ça peut être pas mal de choses. Et à un moment donné, effectivement, ils font de l'autisme, puisque la nature n'aime pas le vide. Donc du coup, c'est occupé par de l'autisme, avec les troubles du comportement. Sans solution, c'est ça. Donc, du coup, c'est des jeunes que nous, on récupère ici, qui nous sont orientés au silence des justes, avec lesquels on fait un travail éducatif sur les habilités sociales, à savoir parler. Comme disait Fatma, c'est un grand problème. 80% de la population de l'autisme ne parle pas. Donc, on a des outils alternatifs qui peuvent être le PEX, ça peut être le Macathon. Des fois, on peut utiliser la LSF. Après, il y a des... C'est quoi tout ça? C'est du langage imagé, c'est ça? C'est des méthodes de travail qu'on utilise. Et donc, du coup, on essaye après de pouvoir donner une habilité sociale, mais surtout une autonomie. Le but, c'est de donner une autonomie. Moi, je suis responsable d'une unité de 7 adultes au-delà de 25 ans. Ils y sont pour toute leur vie. Aujourd'hui, le silence des justes travaille sur les voies d'insertion professionnelle avec des sociétés. Le but est de pouvoir essayer d'avoir une vie active professionnelle pour ces personnes en situation de handicap, quand ils sont en capacité de le faire, bien évidemment, dans un milieu protégé, accompagné par un éducateur. D'ailleurs, on a vu Madame Sophie Cluzel. Tu rappelles qui est Madame Sophie Cluzel? Tu peux rappeler qui c'est? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui est cette dame. Oui, bien sûr. Madame Sophie Cluzel, c'est la ministre de la Santé. Elle est très, très au point sur les sujets d'autisme. Alors, elle a dit elle-même, hein, il y a eu beaucoup de retard. Ils ont essayé d'accélérer et ils ont bien accéléré. Il y a encore plein de choses qui ne vont pas, bien évidemment, mais ne regardons pas le verre qu'à moitié vide. C'est bien aussi de le regarder à moitié plein. Il y a des choses qui ont été entendues, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et donc, elle expliquait des accompagnants professionnels qui peuvent accompagner les personnes en situation d'autisme et d'handicap de manière plus générale sur les voies d'insertion. Donc ça, c'est une vraie avancée. C'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, pour nous, professionnels, c'est une voie d'insertion énorme. Pour les familles, c'est une voie de soulagement énorme. Et pour les personnes en situation de handicap, dans la capacité de pouvoir exercer une mini-profession, une profession ou exercer une activité professionnelle, c'est une liberté sans poids de mesure. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez combien de pensionnaires, entre guillemets, dans votre association? Au silence des justes, ouais. C'est énorme. Énorme. Pour les enfants, ados et adultes, je crois qu'on dépasse très tranquillement, si je ne raconte pas de bêtises, on est entre 80 et 100 enfants. Ah oui. Alors, c'est réservé, cet accueil est réservé aux gens de toute la France, parce qu'il y a peut-être des parents qui vont t'appeler, disant on veut mettre notre enfant, on est sans solution, ou est-ce que c'est réservé à qui? Alors, pour l'instant, nous, au silence des justes, effectivement, on n'est pas sectorisé. Donc, on n'est pas sectorisé. On a des jeunes qui viennent principalement de Paris et de l'Île-de-France. On a quelques jeunes qui viennent de l'extérieur. Après, c'est toujours pareil. Vous connaissez le système, Anthony le connaît bien. La sectorisation fait que si vous avez un jeune de Marseille, son dossier il est à la MDPH de Marseille. Pour qu'il soit accepté à Paris, c'est déjà le chemin de croix. Et quand il arrive à Paris, il faut qu'il soit orienté dans un établissement qui lui corresponde. Ensuite, vous avez une liste d'attente. Celui qui arrive de Marseille ne rentrera pas au silence des justes parce qu'il vient de Marseille. Il faut qu'il puisse avoir un projet, il faut qu'il puisse avoir une discussion avec les tutelles qui sont l'ARS, l'Agence régionale de santé, en lien avec la MDPH, puisque c'est elle qui notifie. Donc, il y a un vrai parcours de croix avant d'arriver. Donc, on peut accueillir des jeunes, bien évidemment, mais la liste d'attente est déjà malheureusement assez longue. Après, on est sur des unités, sur des petites unités, parce que nous, on est convaincus, d'ailleurs, on a fait preuve de ça, c'est que c'est les petits services qui fonctionnent. Plus on est en micro-service, et mieux ça marche. Les institutions qui sont avec des services de 40, 50 gamins, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en plus, après, il y a aussi une réalité. C'est que comme on a des cas complexes, on est sur du 1 pour 1. Aujourd'hui, les budgets ne nous permettent pas d'être sur du 1 pour 1 tout le temps. Donc, c'est surtout du 1 pour 5 ou du 1 pour 7 dans certaines structures. Et avec les cas complexes, ça ne fonctionne pas. C'est une des particularités du silence des justes, c'est qu'elle accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance, envoyés par le juge. Elle accueille des cas complexes avec du 1 pour 1. D'accord ? Et elle est en formation, elle est sur du H24 avec les jeunes.
de manière continue. Donc ça, c'est l'une des particularités qu'on a, qu'on ne retrouve pas dans tous les services. Ok. Alors Anthony, en Saône-et-Loire, comment ça se passe la gestion du handicap de l'autisme? Et toi, qu'est-ce que tu attends comme mesure supplémentaire pour que ça aille mieux? Parce que bon, comme le disait Daoud, il y a eu des progrès, on ne va pas le nier, hein, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être encore des choses à faire. Donc, Anthony, en Saône-et-Loire, dans ton monde que tu connais bien, comment ça se passe et qu'est-ce que tu attends? Bah, aujourd'hui, on va dire en Saône-et-Loire, les choses, elles ont avancé. Par exemple, les dossiers MDPH aujourd'hui, en 3 mois, ils sont traités, chose qu'avant, ça mettait beaucoup plus de temps. Le Ça veut dire département de Saône-et-Loire a été quand tu veux dire ils sont traités, Anthony, ça veut dire quoi ils sont traités? On les une traite en fois mini-signature, c'est quoi? envoyés, pris en charge, ils sont pris en 3 mois, ils sont traités. Avant, c'était moi le premier dossier qu'on avait fait pour Pierre, il s'avait mis 1 an. Aujourd'hui, en 3, 4 mois, le dossier est traité. C'est-à-dire que ça va un peu plus vite. C'est une chose que justement les parents demandaient parce que c'était un temps d'attente extraordinaire, hein, quand même. Quand on faisait notre premier dossier, on devait attendre presque 1 an avant d'avoir une réponse de la MDPH pour une prise en charge, pour une AVS et tout ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Le département a investi justement sur les traitements de dossiers. Ça a été beaucoup plus rapide et ça se passe bien. Après, aujourd'hui, au niveau des institutions, malheureusement, avec le reportage que j'ai vu sur France 5, qui dit justement que la France aujourd'hui botte encore en touche pour investir dans les institutions, ça a montré encore la réalité pour des jeunes de 19 ans qui doivent partir en Belgique pour être pris en charge. Là, tu vois, le silence des justes, moi, je peux leur dire merci parce qu'ils font un travail extraordinaire en Île-de-France. Et vous allez ouvrir en plus une deuxième structure. J'ai partagé un article que j'ai lu. Il y a une deuxième structure qui va ouvrir pour le silence des justes que Stéphane et Daoud ils ont mis en place. Tu vois, je suis bien en plus l'actualité en Île-de-France et pourtant je suis en Saône-et-Loire. Moi, de mon côté ici, aujourd'hui, les institutions, il y a eu des progrès un peu partout, mais il y a encore de l'attente, des parents qui sont dans l'attente d'avoir une place pour leur enfant. Alors, Aujourd'hui, moi, une place où? On les met où, ces enfants? une place en IME, il y en a beaucoup qui sont mis en Ulysse. Là, en septembre, par exemple, à Chalon, il va y avoir une classe de maternelle qui va accueillir 7 enfants autistes. C'est un projet qui a été mis en place. L'appel d'offres a été répondu par une école de Chalon-sur-Saône. En septembre, il y a une classe que pour des enfants autistes. Il y aura 7 enfants autistes qui seront pris en maternelle à la rentrée de septembre. Ça, je l'ai vu aussi. Je suis l'actualité un peu. Et moi, aujourd'hui, tout ce que je pourrais dire, c'est que je remercie les associations de parents parce qu'il y en a beaucoup, surtout une en particulier à qui je fais un coucou. C'est le Champ de l'Herbe, mais ils sont pas en Saône-et-Loire, ils sont à Mont-Marsan, ils sont dans les Landes. Eugénie a créé Ma Maison Bleue qui va ouvrir fin avril. Elle a investi du temps, elle a investi de l'argent et aujourd'hui, sa structure va ouvrir. Elle a été soutenue par le département des Landes. Voilà, c'est un exemple qu'on pourrait suivre. Mais moi, aujourd'hui, techniquement parlant, je ne pourrais pas ouvrir une telle structure parce que ça coûte cher, ça prend du temps, il faut avoir les finances et ça, c'est pareil. Il faut pouvoir aussi montrer que le projet va tenir la route et tout ça. Il y a des associations de répit qui sont ouvertes, mais est-ce qu'elles vont tenir la route à Vieternam? Parce que le problème, c'est qu'il y a des communes qui vous prêtent des locaux, mais le jour où la commune a besoin de récupérer les locaux, que vous n'êtes pas propriétaire des lieux, justement, le centre de répit, il ferme. Là, à Mont-Marsan, Eugénie a acheté les locaux, hein. Ça lui est revenu cher, mais elle est propriétaire de ce qu'elle a fait. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est un gros projet qu'elle a fait. Moi, je l'ai soutenu. J'ai été là-bas avec Gia pour faire une sensibilisation. Elle nous a montré son projet. Les travaux sont finis. Là, elle est en train d'aménager les lieux. Voilà. Et ça, c'est grâce à des parents qui s'investissent comme ça ou comme Daoud qui s'est investi et Fatma qui sont investis depuis des années dans le monde de l'autisme. Moi, je suis admiratif de ce qu'ils font. Je les remercie. Et voilà. Moi, je prends exemple sur ce qu'ils font. J'ai pas la force de faire une telle chose. J'ai la force d'aider les familles, mais j'ai pas la force de créer de telles structures. À moins que j'ai des appuis, que je suis sûr qu'après ça fonctionne et tout ça. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un manque d'investissement. Le gouvernement fait avancer les choses, on va dire doucement, hein, ça avance, mais doucement. Mais il y aurait besoin d'investir plus dans les structures pour avoir plus de place. Et c'est ça, en fait. Au lieu de botter en touche, il faudrait qu'ils pensent à investir plus. Parce que, par exemple, le plan autisme
qui a été présenté de 354 millions pour le diagnostic des enfants à 18 mois. Ça, c'est d'actualité. Apparemment, ça marche. Mais ils auraient pu investir aussi dans les institutions pour ouvrir plus de place pour les enfants, pour qu'il y ait moins d'attente. Parce que, par exemple, moi, la première année que j'ai eu le diagnostic de Pierre, que j'ai inscrit Pierre dans tous les instituts qui étaient autour de moi, ça a été de Beaune, Châlons, Autun, partout on l'a inscrit. Il était en liste d'attente, il était 60e en liste d'attente, hein. Là, il a été pris à l'IME de Virel-Grand parce qu'il y avait une structure autisme qui allait ouvrir. Il était 4e en liste d'attente prioritaire. Mais parce qu'on avait fait les démarches avant. J'ai créé l'association entre-temps, mais on avait fait les choses avant. Les gens pensent beaucoup que c'est grâce à l'association que mon fils il a été pris en institut. C'est pas le cas, c'est que moi j'ai fait les choses avant. Ouais, oui, ça marche pas comme ça, mais j'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de critiques par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as employé deux termes, IME et Ulysse? Bon, c'est vrai que pour ceux qui ont des enfants handicapés, ça a un sens, hein, mais pour beaucoup de gens, c'est des structures qui représentent rien. Donc, IME, l'endroit, il y en a un viré, il y en a un médico-éducatif, ouais. Alors, donc, il y en a un à Bussy, il y en a à Saint-Rémy, il y a l'Orbise. Alors, c'est quoi cet IME? L'IME Orbis, c'est un IME qui accueille des personnes, des enfants autistes de 6 à 20 ans. Et ils vont même jusqu'à 25 parce que quand il n'y a pas de place au-delà de 20 ans, ils rallongent encore de 5 ans. Mais voilà, moi j'ai été le visiter parce que Pierre était en liste d'attente. On avait été contacté pour pour le visiter. Quand on l'a visité, bizarrement, on nous a dit que Pierre n'avait pas sa place à l'Orbise parce qu'il était calme. C'est un enfant autisme calme et qu'on avait on avait bien fait les choses à la base. En fait, c'est vraiment pour accueillir les enfants qui ont des gros troubles. À l'IME de Virel-Grand, il a fait d'énormes progrès depuis qu'il a été pris. Pour moi, aujourd'hui, sa place à l'IME de Virel-Grand, elle est indispensable. Je pourrais pas me passer de pas mettre mon fils à l'institut parce qu'il fait des progrès. Là, tu vois, aujourd'hui, il a attaqué l'internat. Il a 8 ans. Il fait 2 nuits, une fois toutes les 2 semaines. Et ça se passe super bien. Donc, il commence à prendre des progrès. Il commence à avoir de l'autonomie. Moi, c'est le but. Parce que moi, la question que je me pose aujourd'hui, on est le 2 avril, journée mondiale de l'autisme, mais ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que mon fils va devenir quand il aura dépassé l'âge des 20 ans? Alors, par rapport qui va garder mon fils? Oui. Voilà, qui va garder mon fils quand moi, je ne serai plus là? Oui. Comment ça va se passer par la suite? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et ça, c'est une question que je me pose aujourd'hui. On reviendra un petit peu sur le but un petit peu de toute cette structure. On rappelle quand même que l'IME de Viré et les autres IME, ce n'est pas des centres consacrés aux enfants handicapés autisme. Il y a toutes sortes de handicaps. Non, c'est tout handicap. Voilà, tout handicap à l'IME de Viré. Si on peut s'arrêter 2 secondes sur ce qu'a dit Anthony, parce que c'est extrêmement important pour les auditeurs. Tous les parents qui ont des personnes en situation de handicap, là, en l'occurrence, l'autisme, c'est notre domaine à nous, mais c'est valable pour tous les autres parents. La question est qu'est-ce qui va devenir après? C'est une vraie question qui est une question angoissante. Pourquoi nous travaillons, alors au Silence des Justes, mais dans d'autres unités, pourquoi nous travaillons sur l'autonomie et notamment sur ces micro-unités pour adultes? C'est parce que d'abord, il y a cette question de quand je vais partir, qui va s'en occuper? Regardez, dans les médias, il y a eu malheureusement des drames où il y a des parents qui se sentaient partir et sont partis avec leur enfant parce qu'ils ne souhaitaient pas les laisser dans une société où, en étant présents, ils ont vu que d'abord, c'était mal pris en charge. Ils se sont dit, mais je me suis battu toute ma vie. Si quand je pars, c'est pire, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est des drames qu'on a vécus, qu'on a vus, qu'on a entendus. D'où l'importance de travailler sur ces micro-unités pour les adultes vieillissants. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la loi est faite comme ça. Au bout de 60 ans, vous n'êtes plus considéré comme handicapé. Il faut une réforme de la loi. Parce qu'à 60 ans, on est quand même autiste. On reste autiste toute sa vie, en fait. On reste autiste toute sa vie. On peut avoir plein de montées, de descentes au niveau des compétences, de la variation. On peut être à un moment donné un autiste régressé, complexe, travailler une certaine autonomie, une communication et gagner des choses, mais on restera toujours autiste, c'est-à-dire avec des particularités sensorielles qui sont à gérer, des troubles du comportement avec des choses qui nous envahissent dans le quotidien. Et ça s'accompagne. Ça s'accompagne au long de la vie, même s'il y a beaucoup de progrès. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on pense à 2 choses. C'est qu'est-ce qu'on fait des vieillissants? Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte de loi qui vous dit qu'au bout de 60 ans, vous n'êtes plus handicapé? Ben, si je ne suis plus handicapé, je fais quoi? Du coup, et qui s'occupe de moi?
Comment on fait au bout de 60 ans quand, si moi je suis autiste et j'ai 60 ans, normalement, comptablement parlant, mes parents devant moi devraient être partis. Donc, qui s'occupe de moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je deviens? Ça, c'est des questions qui sont des questions d'ordre politique et économique extrêmement importantes. Pour les parents, Est-ce qu'on a déjà des cas concrets de ce type de situation où des enfants autistes ou des adultes autistes n'ont plus de parents? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que c'est Alors, encore ouais, ouais. Et puis moi, je vais quand même revenir sur une phrase que Dia a présentée Tu sur rappelles qui est Gia? Tu rappelles qui Dia est Gia? Saravan, médecin somaticien spécialisé dans le monde de l'autisme, très qui a grand. dit qu'aujourd'hui, ouais, ouais, très, très grand. Et aujourd'hui, sa phrase qu'il a dit, c'est vrai. Et puis moi, pour l'instant, j'en ai pas rencontré depuis. C'est qu'à l'heure actuelle, l'âge moyenne d'espérance de vie d'une personne autiste est arrêté 54 ans. Hmm. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui, depuis son travail, il l'a vu, il le dit. Moi, aujourd'hui, j'ai pas rencontré d'autistes qui allaient au-delà de 54 ans. Peut-être qu'il y a des Asperger qui vivent au-delà de 54 ans, certes, mais On des rappelle ce que autistes c'est que sévères. l'autisme Asperger. N'oubliez pas que vous êtes dans le milieu, qu'il y a des mots que vous dites, mais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent rien. C'est quoi ces autistes Asperger? Il faut Bah toujours là, je vais préciser. laisser Daoud parler parce que Ouais, l'Asperger, Daoud. moi, j'ai encore du mal à l'expliquer, Ouais. hein. Alors, Daoud, vas-y, explique-nous un petit peu les différents types d'autisme. Ou Fatma, elle On va peut en Fatma, laisser parler, Fatma, hein, Fatma. parce oui, que il y a Alors, un en des plus, deux. Fatma, Anthony, oui. Anthony, je te donne une petite information quand même assez importante. C'est que tu sais que Fatma a Ouais. été doctorante et elle a obtenu son doctorat la semaine dernière. Ah, Donc bah, maintenant, elle est bravo. D'accord. spécialisée plus que plus dans l'autisme. C'est elle qui va nous expliquer ce que c'est Ah, Asperger quand même, par respect. bah Alors, voilà, allez, ouais, bah Fatma, oui, parce vas-y, que moi, Fatma, explique-nous un petit Effectivement, peu. enfin, je crois que je ne l'ai pas dit, mais je suis psychologue. Je crois que j'ai oublié Oui, de le dire tout oui, à l'heure parce dans la présentation. qu'on n'a pas Voilà. précisé, mais tu Bon. aurais pu le dire. Oui, je n'ai pas précisé, mais bon, c'était juste pour préciser les choses. Donc, effectivement, il y a différents types d'autisme et des degrés différents dans la manifestation des symptômes. On a l'autisme typique, qui est les troubles de la communication, les troubles des relations sociales et les intérêts restreints et répétitifs. Ça, c'est la base, c'est l'autisme typique, c'est ces principaux symptômes chez l'enfant très jeune qui vont qui vont participer en fait au diagnostic d'autisme. On a des autismes atypiques, donc avec des variantes dans les symptômes, et on a l'autisme d'Asperger, pour résumer, qui est ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, des personnes qui ont essentiellement donc des troubles dans les interactions sociales. Généralement, ils n'ont pas beaucoup de troubles dans la communication et ils ont une compétence qui est surdéveloppée par rapport à la normale dans un domaine en particulier. Il y a eu le célèbre film Rain Man qui Oui, a exactement. permis effectivement de faire comprendre un petit peu comment ça se manifestait chez une personne Asperger, mais c'est ce qu'on appelle généralement des autistes de haut niveau. Oui, parce que bon, c'est le premier film qui parle d'autisme, mais c'était un autisme avec quelqu'un d'intelligent, de brillant, hein, même s'il avait des problèmes de communication. Mais quand on voit des autismes sévères, on est dans un autre monde ou des autismes violents. On a suivi la famille Meyer qui ont deux jumeaux, donc deux autismes à gérer, et des enfants qui ont 18 ans, qui sont dans un IME, mais qui sont parfois ultra violents, hein, et donc bien sûr là, et qui ne communiquent pas, bien sûr, hein, qui ne disent rien. Et on communique par des images. Et là, on est dans un autre autisme, hein, beaucoup moins positif pour les parents, puisque là, ils ne communiquent pas, il n'y a rien. Hein. Très souvent, l'autisme est associé à une déficience intellectuelle. Voilà, souvent. Donc, la plupart du temps, les personnes avec autisme n'ont pas une scolarité normale, ne rentrent pas dans les apprentissages comme les autres enfants, d'où la nécessité de mettre en place un suivi spécifique et particulier. Et pour répondre à ce que disait tout à l'heure Anthony concernant les classes spécialisées, il a cité les classes ULIS, qui sont les unités locales d'intégration scolaire, qui est une classe dans l'école, qui fonctionne en petit effectif, c'est-à-dire 12 enfants maximum, mais qui n'est pas spécifique à l'autisme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants qui ont un retard d'apprentissage, des enfants qui ont d'autres pathologies et des enfants également autistes. Le problème par rapport à ça, Anthony, et je pense que vous y avez déjà été confronté, c'est le problème de la formation, c'est-à-dire qu'on va proposer des dispositifs, hein, quels qu'ils soient dans les structures en général, mais les personnes ne sont pas toujours formées ou ne sont pas toujours assez bien formées. Oui, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que sans une formation adéquate,
ça va être compliqué pour les enfants. Ok. Et Alors, je suis d'accord avec toi, Fatma, parce que c'est vrai que les Ulysses ne sont pas adaptés pour les enfants autistes sévères, par exemple. Ça, c'est clair et net, hein. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Daoud, qu'est-ce que tu demandes à l'État et à la société pour que les enfants qui ont un handicap autiste, qui soient sévères, très sévères, violents ou qui soient Asperger, qu'est-ce que tu demandes ce 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme, qu'est-ce que tu demandes à l'État de faire? D'accord. Alors, moi, ce que je demanderais, c'est comme tous les professionnels, hein, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que sur la liste du Père Noël, je vais en mettre un paquet, mais la première chose pour moi, c'est la sensibilisation. Il faut qu'elle soit faite dès la maternelle, qu'on explique aux enfants c'est quoi l'autisme, et par la même occasion, qu'il y ait l'inclusion des enfants autistes dès la maternelle. Ensuite, la sensibilisation, pour moi, elle doit être dans tous les cœurs de métier de l'État. C'est important que la police, l'armée, les médecins, les infirmiers, les psychologues, les maîtres, les professeurs de sport, que dans tous les États, dans tous les contingents de l'État, il y ait des sensibilisations et des formations à l'autisme, puisque ce seront des personnes à part entière qu'on est censé rencontrer à un autre moment donné de notre vie. Après, ce que je demanderais, moi, c'est l'intégration professionnelle dès le plus jeune âge, c'est-à-dire pour ceux qui sont en CAP menuiserie, électricité, plomberie, dans le BTP, ce genre de choses, l'intégration des personnes en situation d'autisme, pour que de telle manière à ce que quand les gens lambda, monsieur X, monte sa boîte plus tard, ça ne lui pose pas un problème de salarier une personne en situation d'autisme. Ensuite, sur les questions d'enveloppe budgétaire, bien évidemment, comme dit Anthony, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en France, l'argent, on la fabrique, on l'a fait, on l'a construit. Donc, il nous faudrait de l'argent pour les aidants, pour les parents. Il faudrait qu'on puisse ouvrir plus de possibilités d'avoir des aidants à domicile sur les créneaux horaires qui bloquent, c'est-à-dire 16h, 21h, quand les parents sont le soir ou très tôt le matin, de 6h à 9h pour préparer les jeunes pour qu'ils partent en institution. Je pense que ça, c'est quelque chose pour nous de primordial. Et après, c'est les formations. Les formations des professionnels, par exemple, être éducateur spécialisé aujourd'hui, dans le module des éducateurs spécialisés, il n'y a pas de formation à l'autisme. Il y a un tout petit passage qui est très léger, qui fait qu'il y a des indéquations qui ne fonctionnent pas. Par exemple, la MDPH va notifier 24 heures d'AVS, auxiliaire de vie scolaire, pour l'accompagnement dans une école, et l'éducation nationale vous dit, moi, je n'ai pas 24 heures à vous donner, mais je n'ai que 2 heures. Il y a une adéquation entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Donc, il faut aplanir ça. Donc, ma liste du Papa Noël, elle est longue pour le, pour le, Ah, 2, vas-y, pour le 2, c'est le 2 avril, tout pour le le monde, 2 avril. On y va. autisme, autisme, alors On y vas-y, va. il a fait Papa Noël, C'est allez. ça. Après, pour moi, il y a une modification de la loi. Au-delà de 60 ans, on reste handicapé. Il y a une modification des dossiers d'instruction à la MDPH. Alors, Anthony disait que ça allait vite. Pour lui, c'était 3 mois, mais à Paris, on est quand même sur du 8 mois, 9 mois, ça reste long. D'accord? C'est embêtant de prouver chaque année que votre enfant est autiste. C'est comme si vous demandez à un cul-de-jatte de lui prouver qu'il n'a pas de jambes. Vous voyez? C'est un peu bête. Donc, alors, bien sûr que le dossier il a été simplifié aujourd'hui et qu'il y a de l'aide, mais je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait encore simplifier. Voilà pour les demandes et surtout permettre à ce que dans la société, même si on y arrive, on ait des autistes un peu partout et surtout dans les voies de professionnalisation. Aujourd'hui, l'intégration scolaire, c'est fait, mais ce n'est pas bien fait. Quand je dis ce n'est pas bien fait, c'est que les AVS qui font un travail exceptionnel, les auxiliaires de vie qui font un travail exceptionnel sont sur des contrats précaires, très mal payés. Les notifications vous donnent 24 heures, l'éducation nationale vous donne 6 heures. Donc la loi a obligé l'école, la loi de 2005 a obligé l'intégration dans le milieu scolaire, mais elle n'est pas optimale. On doit encore la corriger et l'améliorer. Aujourd'hui, on a la loi de 2002 qui nous permet l'intégration des personnes en situation d'autisme dans le milieu ordinaire. Mais quand vous inscrivez votre enfant dans un club de judo, dans un club de karaté, dans un club de zumba et qu'il est autiste, le professeur n'est pas formé. D'où mon intention de vouloir former en amont tous les corps d'État. Vous voyez? Ça reste encore un enfant qui vient de la planète Mars, alors que selon la loi, il a le droit d'être là comme tout le monde. Donner la possibilité d'avoir des vacances répit. Les autistes ont le droit de s'inscrire dans des vacances comme tout le monde. Ils ont le droit de faire de la plongée, du parapente, bien évidemment protégé, cadré et tout ce qu'on veut. Mais c'est un droit. Quand vous allez au parapente, le gars vous dit, écoutez, moi je veux bien,
mais je ne connais pas l'autisme, donc je ne le prends pas. Vous allez à la plongée, le gars il vous dit oui, je veux bien, mais je ne suis pas formé. Donc il faut former dans les BPGEPS, brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportif. Dans l'unité de compétences, il faut former l'autisme. Dans les BAFA, il faut former l'autisme. Dans les BAFD, il faut former l'autisme. Il faut que Atout France, qui est l'Office du tourisme, qui donne l'agrément pour les vacances, il faut qu'il y ait un module autisme, handicap dedans. Vous voyez, si on fait ça, dans 20 ans, on a réglé un problème. Et donc, ma liste est longue, mais c'est la mienne. Il y a combien d'enfants ou d'adultes autistes en France? Alors, 700 000. 700 000, c'est les derniers chiffres, mais c'est en tout. Mais les chiffres, ils sont à discuter parce que comme on a un déficit de diagnostic et notamment de diagnostic précoce, on pourrait penser qu'il y en a beaucoup plus. Mais les chiffres qu'on nous a donnés, c'est 700 000. C'est très difficile d'avoir des chiffres dans le monde de l'autisme. Hein, parce que c'est sectorisé, parce que tout le monde n'est pas diagnostiqué non plus. Alors, on parle beaucoup d'intégration scolaire. Est-ce que cette intégration scolaire, elle va jusqu'où? Est-ce qu'on a par exemple des lycéens autistes qui vont… voilà, est-ce que ça s'arrête à l'école primaire? Ça va jusqu'au collège? Non, ça va jusqu'au collège. Ça va jusqu'au collège. Ça va même des fois sur les voies d'insertion. Mais après, il faut qu'on soit clair sur ce discours-là. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. On a un problème avec ça. C'est que vous avez l'éducation nationale qui vous dit « moi, je ne sais pas faire ». Donc, dès que l'enfant arrive, son but, c'est de le sortir. Nous, on mène des batailles avec les inspecteurs académiques. C'est de la folie. On a l'impression qu'on est sur un ring de boxe. La loi fait que normalement, le jeune peut être intégré. On a une AVS, on se bat pour qu'il monte en capacité. Et vous avez l'éducation nationale qui vous dit « mais nous, on ne sait pas faire ». Alors, bien sûr, on ne sait pas faire, mais dans ces cas-là, on crée un partenariat, on vous forme, on aménage la pièce, on se donne les moyens d'eux. Mais il y a comme une volonté de dire que l'autisme reste dans le médico-social et le sanitaire et ne va pas chez le tout venant, à savoir l'éducation nationale. Donc, vous avez des enfants qui sont en primaire, vous avez des enfants qui sont au collège, vous pouvez en avoir certains qui sont au lycée, mais c'est une grande bataille. Le silence des justes, il a conventionné avec le lycée La Horte à Montreuil. On voit bien combien ça a été compliqué de pouvoir accepter ça. On met des animateurs spécialisés dans des écoles standards. Et là aussi, il y a tout un travail à faire en amont avec la directrice, qui peut être sensible ou ne pas être sensible. Vous avez la maîtresse qui vous dit « moi, je veux bien, mais je ne veux pas d'AVS ». Il faut lui expliquer que c'est important, l'auxiliaire de vie scolaire. L'auxiliaire de vie scolaire qui vous dit « moi, je veux bien, mais je n'ai pas été formé à l'autisme ». Et en plus, ce n'est pas dire que je reste parce que mon contrat est précaire et on m'en donne 4 alors que je devrais être tout seul avec un jeune. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qu'il faut qu'on décortique, qu'on pose et qu'on remette à niveau. Alors, bien sûr que quand on parle de l'autisme, on nous dit l'intégration scolaire existe, ce qui est vrai. Les AVS existent, c'est ce qui est vrai. Mais quand vous regardez à la loupe, il y a quand même des dysfonctionnements assez importants. Fatma, pourquoi c'est important cette intégration scolaire pour les enfants, les adolescents atteints du handicap d'autisme? Pourquoi c'est important? Alors, c'est important parce que les études ont prouvé que plus un enfant porteur d'autisme était dans des voies de socialisation, c'est-à-dire qu'il était dans des milieux avec des enfants dits ordinaires, plus il avait de probabilité de chance d'évoluer et de perdre ses mauvais comportements. Parce qu'à l'âge très jeune, l'enfant développe beaucoup les capacités d'imitation. Donc, plus un enfant jeune sera avec des enfants ordinaires, plus il aura la capacité de développer des comportements qui sont beaucoup plus adaptés socialement. Il a des bons modèles. Et l'école, effectivement, comme disait Daoud, l'école, justement, est obligatoire, mais les dispositifs ne sont pas forcément adaptés et que parfois, on a souvent des ruptures de parcours, c'est-à-dire que l'enfant, il va être accueilli très jeune parce qu'il va y avoir des dispositifs adaptés, mais qu'à un moment donné, tout s'arrête. Et là, dans l'autisme, on a un tas de paradoxes comme ça. Comme disait Daoud, à partir d'un certain âge, on n'est plus du tout, on n'est plus considéré comme une personne ayant des besoins spécifiques. Vous intégrez une institution au bout de je ne sais combien d'années après avoir été sur une liste d'attente, mais à un moment donné, cette institution vous dit aussi votre enfant atteint l'âge limite, donc il faut qu'il change d'institution. Sauf que c'est à nouveau le même combat, et plus l'enfant autiste grandit, moins il y a de structure et moins il y a de place. Donc l'enfant sort d'une structure dans laquelle il a pu acquérir des compétences, mais il va les perdre très rapidement. Donc, on se retrouve dans un paradoxe où on fait tout pour que l'enfant puisse avoir une prise en charge, mais il va les perdre très rapidement parce que le système est mal fait. Okay. Et là, c'est des parents qui, à nouveau, se retrouvent à la case départ avec tous les problèmes qu'on connaît, qu'a cité Anthony, le dossier repassé par la maison du handicap pour avoir des nouvelles notifications,
retrouver des institutions qui sont adaptées et avec un enfant qui va progressivement perdre ses acquisitions. J'attire un point particulier, c'est important ce que dit Fatma, la loi fait en sorte que les prises en charge soient faites. Là aussi, il ne faut pas qu'on soit hypocrite, et là du coup, ce n'est pas l'État qui est défaillant, ce sont les institutions spécialisées, donc les directeurs que nous sommes, les professionnels, qui pouvons refuser des jeunes en se disant « il est cas complexe, il va casser la gueule à tous mes éducateurs, je ne le veux pas ». Donc, j'ai deux possibilités. Soit je donne des médicaments à haute dose, comme ça, il bave, il ne m'emmerde pas et je suis tranquille, je n'ai pas de problème avec mes tutelles, parce que ça existe. Soit j'en veux pas et je le mets sur la liste d'attente. Ce qui fait que le jeune est, du coup, hors structure, sans solution. Mais ce qui a été fait avec l'État, c'est qu'aujourd'hui, les institutions n'ont plus le droit de sortir des jeunes sans l'aval de la MDPH et de l'ARS. Et ça, c'est un point très important qu'on doit souligner, parce que ça met une épée de Damoclès au-dessus des institutions, ça protège les familles et ça protège les jeunes. Chose qui n'existait pas avant, qui était un peu coulant, on ne le prend pas, bon, ben, ce n'est pas très grave, ceci, cela. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les CNR, les crédits non reconductibles. Les tutelles peuvent vous donner une enveloppe budgétaire pour accompagner un jeune dans une institution, même s'il est cas complexe. Donc, on voit bien que l'État essaye par tous les moyens de résorber quand même si cette histoire de retard et de moyens. Après, il relève quand même de la compétence et l'intention de l'individu qui dirige son service. C'est trop facile de dire que l'État ne fait pas assez quand vous êtes directeur et vous décidez de prendre que des autistes classiques, comme ça, ils ne vous emmerdent pas, il n'y a pas de problème, vous êtes un bon service. Et puis, vous avez tous les autres qui galèrent. Et les autres aussi ont le droit à une prise en charge comme tout le monde. Alors, Anthony, par rapport à l'intégration scolaire, bon, c'est ce qu'a vécu Pierre, puisqu'il a été à l'école maternelle, et à un moment donné, tu as pu le faire entrer en IME. Alors, est-ce que tu peux nous parler de son intégration à l'école maternelle, du côté positif, du côté négatif, et aussi de son passage à l'IME, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que tu as vu comme changement? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais donc déjà à l'école maternelle, il était intégré, il avait une AVS, ça se passait bien, quels étaient les problèmes? De toute façon, Pierre, oui, la scolarisation, comme disait Daoud, on a tant d'heures et au final, on nous donne que tant. Pierre, il a commencé la maternelle, il avait 4 ans, il y allait que le mercredi matin avant que le système scolaire change au niveau de tout ça. Il y allait que 4 heures par semaine. Donc là, on dit, oui, on a intégré les enfants autistes à l'école, mais moi, 4 heures par semaine, pour moi, c'est pas une intégration totale, hein. Donc voilà, donc Pierre, il a commencé par 4 heures par semaine. Et ça se passait pas trop mal, honnêtement. Il a fallu qu'il s'adapte, hein, c'était un temps d'adaptation. Après, à la rentrée suivante, il y allait tous les matins. Donc là, ça commençait à aller un peu mieux quand même. Donc l'intégration commençait à fonctionner. Et puis, on avait une AVS, je vais pas dire que c'était un coup de chance, mais on avait une AVS justement qui connaissait le monde du handicap parce que son fils était polyhandicapé. Donc, elle n'avait pas peur de l'handicap de Pierre, bien au contraire. Parce que trouver une AVS qui accepte de vouloir garder un enfant autiste sévère quand il fait une crise de nerfs ou autre chose et qu'ils n'arrivent pas à le gérer, effectivement, le manque de formation, on le voit clairement. Ça, c'est un truc aujourd'hui qu'il faut, de toute façon, il faut que ça se fasse parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont toujours pas formés, hein, donc ça, c'est compliqué. Mais sinon, au niveau de l'intégration de Pierre à l'école, ça a commencé comme ça. Il y a été tous les matins après. J'ai été une fois à l'école, un matin, pour expliquer aux enfants de la classe de Pierre pourquoi il était différent, tout ça. J'expliquais. Moi, j'avais sorti un truc un peu bête et après, je m'en suis rendu compte que j'avais dit une connerie. C'est j'avais dit que Pierre, il était dans le monde de Disneyland. Tu vois, il était tout le temps C'est en bien, train d'imaginer qu'il était dans le superbe monde de monde. Mickey, tout ça. Oui, ce qu'il y a, Ça vaut c'est le qu'après, coup. derrière, à la fin, le midi, quand je récupérais Pierre pour l'emmener manger, il y a une petite fille qui a été voir son papa. Elle fait, papa, moi aussi, je veux aller dans le monde de Disneyland comme Pierre. Je fais, oh, bah, on est mal barré. Donc, je me suis retrouvé un peu faux. Mais, mais derrière, ça s'est bien passé parce que les enfants, je leur ai fait comprendre, Pierre, il est différent. Il aime tout le temps jouer avec le même jouet parce que ça le rassure, tu vois. Et puis avec l'AVS, on a appris à l'AVS à comment le faire travailler pour le tri des couleurs, lui expliquer qu'il y a une méthode de récompense, le renforçateur. Donc le jouet lequel il jouait à l'école, on leur disait ça c'est un renforçateur, faites-le travailler. S'il a bien fait son travail, vous lui donnez. S'il n'a pas mal fait son travail, vous lui donnez pas. Et ça a fonctionné. Et ça a tellement bien fonctionné qu'à la réunion suivante avec le référent enseignant, le directeur de la maternelle a décidé de prendre Pierre toute la journée le lundi, mardi
Et le jeudi, vendredi, il y allait le matin parce que l'après-midi, il avait ses rendez-vous en extérieur. Donc, c'était, voilà. Mais là, c'était une intégration réussie parce qu'on a été écouté par le directeur de la maternelle, par les maîtresses qui étaient là-bas. Il y avait 3 maîtresses, elles étaient tout le temps à la réunion. Elles ont dit que Pierre était très calme, sauf quand il faisait une grosse crise de nerfs qu'il ne savait pas comment le gérer à l'époque. Aujourd'hui, ils avaient appris à le gérer après par la suite grâce au renforçateur. Ils ont mis en place la méthode PEX. Ils avaient collé des images pour dire, tiens, Pierre, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Pierre, il suivait le planning, ça se passait très bien. Ils avaient montré où est-ce qu'il fallait qu'il pose ses lunettes avec une image de lunettes à un endroit, et ainsi de suite. Et ça s'est super bien passé. Et là, ça a été une méthode, une scolarisation réussie. Et ce qu'il y a, c'est qu'à par la suite, j'ai commencé à faire la démarche pour l'inscrire après en CP, parce que j'avais pas encore de notification pour la prise en charge en IME. Ça allait arriver entre-temps. Et quand j'ai été l'inscrire en CP, par contre, là, la phrase de la directrice avait été cash. Je leur ai dit, bah, je vais bientôt inscrire mon fils. Voilà, je leur ai dit, bah, il est autiste, non-verbal. La directrice, elle fait, bah, moi, j'en veux pas. Elle Elle avait m'avait le dit droit de ça, dire ça? cash. Elle avait le droit de dire ça Non, ou pas? c'est interdit. On ne peut pas Non, refuser la scolarisation d'un enfant parce que sinon, je suis obligé de faire une mise en demeure à l'éducation nationale auprès de cette non personne. seulement elle ne peut pas refuser, elle ne peut pas refuser, mais Et elle en a plus, la c'est un loi refus de notification qui l'oblige. MDPH, quoi. Donc, Ah oui. c'est un non-respect de la loi. Malheureusement, et ça arrive encore, il y a encore des écoles qui le font, ça, hein, qui refusent justement ces notifications MDPH parce que l'enfant est trop violent et tout ça. J'ai eu récemment l'histoire de Madame Paco que tu as partagé avec les émissions, les interviews d'Anthony, où son enfant, lui, carrément, ils ont perdu son dossier. On rappelle qu'Anthony, c'est toi quand même. Hein. Ouais, oui, Les oui. interviews Et d'Anthony, c'est que les tiennes. son, Hein. ouais, oui. Et puis que derrière, le souci, c'est que Madame Paco, son dossier MDPH a été perdu. Là, quand elle a demandé elle a dû le refaire intégralement. Là, le gamin, aujourd'hui, il n'est pas à l'école, hein, il ne retourne pas avant septembre. Le pire, c'est qu'il a été à l'école et bizarrement, la maîtresse a dit, je peux pas le garder, il est trop impulsif, trop violent et tout ça. On peut pas refuser la prise en charge MDPH à l'école. Après, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est là que ça montre aussi clairement qu'il y a un problème, c'est que les AVS, il y a encore un manque de formation cruel. Oui, bien sûr. Et ça, tant que le gouvernement, tant que le ministère de l'Éducation nationale qui embauche justement ces personnes-là se disent, parce que moi, quand j'ai appris que pour être AVS, il fallait juste avoir le bac, je me dis, ouais, bah, c'est top, hein, c'est bien. Moi, j'ai pas le bac, je peux garder mon gamin, mais par contre, si je voulais postuler pour être AVS, je pourrais pas, parce que j'ai pas le bac. Mais j'ai pourtant un bagage au niveau de l'autisme qui pourrait être intéressant pour les écoles. Mais bon, moi, je travaille de mon côté et puis je remercie mon entreprise parce qu'eux, ils me soutiennent depuis le début que j'ai eu le diagnostic de Pierre. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font, ça. C'est important de le Bah, souligner. Et donc, après, ouais, ouais. Pierre est parti à l'IME. Il a été À pris. Hein. l'IME, il a été pris et puis les progrès, on les voit, hein, c'est fulgurant. C'est Et quoi il est comme très progrès, par sociable. exemple? Bah, il a appris la propreté, mais bizarrement, la propreté, il l'a appris pendant le premier confinement du mois de mars de 2020. Comme Aujourd'hui, quoi? il va aux toilettes tout seul, sans problème. Quand je lui dis d'aller à la douche, il va à la douche, tu vois. Et il a 8 ans, hein, mais au début, on s'est dit, la propreté, c'est un coup de bol, il va peut-être perdre ses repères. Maintenant, il a pigé qu'il faut aller aux toilettes pour faire pipi, pour faire caca. Alors ça, c'est un gros soulagement parce que déjà, tu n'as plus d'achat de couche, tu es tranquille. Après, le seul truc, c'est pour s'apprendre à s'essuyer les fesses. C'est encore un apprentissage. Mais il a compris que quand on a fait la grosse commission, il faut s'essuyer les fesses. Mais lui, il me déroule tout le rouleau, mais il s'essuie pas les fesses. Donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est des parcours du quotidien. Mais moi, je me dis que je peux être fier de mon fils parce que j'ai un fils, j'aime pas dire différent, qui est extraordinaire et qui me fait toujours découvrir de nouvelles choses tous les jours parce qu'on découvre tous les jours un progrès supplémentaire. Est-ce qu'il Là, parle? aujourd'hui, par exemple, Est-ce qu'il parle un petit peu il maintenant? commence. Il dit quoi? Il commence doucement. Bah, il chante toujours des chansons comme tu avais vu pour la première fois que tu es venu le filmer pour Pierre Petit Prince Autiste. Et en plus, c'est un reportage qui a été vu beaucoup de fois. Ça m'avait même beaucoup surpris parce que ça va toucher beaucoup de familles. Il chante toujours des chansons. Il est dans le mode de la répétition. Hein. Par exemple, là, en ce moment, je me tape du Céline Dion. Bah, écoute, c'est pas mal quand même. C'était son anniversaire avant-hier. C'était l'anniversaire de Céline Dion avant-hier. Ah, justement. Ouais, voilà, il se tape du Céline Dion, là, il me répète la chanson du dessin animé Astérix et les Vikings. Il le regarde régulièrement, mais il le chante bien. Hein? Il est toujours dans le mode de la répétition.
il sait se faire comprendre quand il n'a pas envie de faire quelque chose maintenant, chose qu'il ne faisait pas avant. Ouais. Avant, Est-ce il qu'il... hurlait, maintenant, il te dit non, clairement. D'accord. Et il arrive à placer des mots Du genre. qui sont, bah, je préfère pas le dire parce qu'une fois, il m'a sorti un gros mot. Et Donc, alors, tu c'est ça. vois. Il a le droit. Bon, en fait, mais en fait, j'étais en train de parler à Pierre doucement d'un truc, et puis il m'a regardé, il m'a fait, bah, ta gueule. Je fais, bon, bah, attends, moi, j'ai compris, je te fais pas chier, mais tu vois, c'est des progrès, C'est parce un qu'il début arrive à placer d'autonomie. des C'est un mots. début d'autonomie. Voilà, c'est un début, et c'est pas plus mal, parce que, voilà. Mais moi, je dis clairement, je voudrais remercier quand même l'IME de Virer-le-Grand et les éducateurs, la direction, tout ça, parce que ils font un travail quand même extraordinaire. La structure est ouverte là-bas maintenant depuis 2 ans. Les travaux pour l'agrandissement de la structure vont bientôt commencer, je pense, parce qu'ils sont toujours dans l'attente. Mais ça fonctionne, ils ont 10 enfants et ça fonctionne bien. Ils sont deux, il y a 2 éducateurs pour 5 dans les classes de 6-12 ans et de 12 ans jusqu'à au-delà, ils sont deux aussi pour 5. Ils peuvent pas prôner le un pour un parce qu'ils n'ont pas le budget. Comme dit Daoud, c'est vrai que ça, c'est un budget, c'est énorme. Mais s'ils pouvaient prôner le un pour un, ils le feraient. Mais on a vu les progrès, ils sont extraordinaires. Tu as pu voir justement quand tu as été faire le reportage à l'IME, toi, Dominique, que même Pierre, tu l'as vu qu'il a fait des progrès. Il est en classe avec Vincent. Vincent, il explique clairement les choses aussi. Vincent, il est quand même dans le monde de l'autisme aussi en tant qu'éducateur depuis un moment. Ça se passe super bien et franchement, moi, je peux leur dire merci parce que c'est pas facile. Le monde de l'autisme n'est pas un monde facile, de toute façon. Et puis, tant que les gens comprendront pas ce qu'est ce handicap, on aura toujours du mal. Donc, pour Ouais. moi, c'est pour ça que cette journée elle est importante. Mais il faut pas oublier que moi, je dis, je soutiens toutes les familles, que ce soit en métropole, dans les dom-toms ou dans tous les autres pays du monde, parce que Au il y a des Portugal, pays, c'est par encore exemple. Au Portugal. Portugal, ça fonctionne, mais je pense aussi aux pays dans les pays africains, Tunisie, Maroc, Algérie, tout ça, c'est pas facile là-bas, hein, Mhm. et ça, voilà, Daoud, a créé des structures aussi là-bas, en Mauritanie et tout ça. C'est pour ça que sa phrase magique qui dit que rien n'est mort, ne respire encore, ça, je la retiens, Exactement. hein, de toute façon, voilà, Exactement. aujourd'hui, l'autisme se développe partout dans le monde. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, mais il faut aussi penser que pour qu'on puisse y arriver, nous, en France, moi, je parle de la France, mais je pense aussi des dom-toms, parce que les dom-toms font partie de la France, hein, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. On n'en parle pas beaucoup, hein, justement, de la dom-tom, mais il faut les rappeler aussi, hein, La Guyane. N'oublie pas la Guyane quand même. voilà, ouais, ils font partie de la France. Hein, il y a aussi des associations de l'autisme là-bas qui essayent de développer les choses. Hein, et c'est pas facile, mais pour moi, je pense que le message que je pourrais laisser au gouvernement, que ce soit à Madame Cluzel qu'à Monsieur Macron, s'ils voient ce reportage, qui m'étonnerait, mais bon, voilà, je C'est leur le 2 dirais avril, clairement, tout est possible. C'est le 2 avril, on tout est sait jamais, possible. mais moi, je leur dirais, au lieu de payer les amendes à l'Union européenne, verser cet argent pour augmenter la capacité dans les structures. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je pourrais leur dire. Donc, Parce que c'est facile de botter en touche pour pas investir, mais alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a encore des difficultés pour nos enfants, pour les adultes aussi, on pourrait investir intelligemment au lieu de payer des amendes. C'est donc, le ce message que je sera pourrais le donner. dernier mot d'Anthony. On va donner maintenant la parole pour conclure Oui. à Daoud et à Fatma. Vous avez la parole. Quel est votre, voilà, qu'est-ce que vous voulez nous Alors, dire pour finir cette émission? oui, étant donné qu'il s'agit d'une journée de sensibilisation à l'autisme, je voulais adresser un message particulièrement aux parents qui sont parfois, justement, qui entendent des choses parfois qui sont très blessantes, alors qu'ils sont déjà confrontés à un quotidien qui n'est pas simple. Donc vraiment, pour les parents, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide dans les CRA, dans les centres de ressources autisme. Il faut savoir qu'en France, chaque région a un CRA, un centre de ressources autisme, où les parents peuvent trouver tous les renseignements et toutes les informations nécessaires. Et le deuxième et le dernier point, c'est que dans le cas où il y aurait une suspicion d'autisme ou un diagnostic d'autisme, il faut vraiment, vraiment penser à la prise en charge précoce et pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec plusieurs intervenants, orthophonistes, psychomotricité, psychologues, qui d'autres encore tous les professionnels nécessaires en fonction des besoins de l'enfant, et que plus une prise en charge est précoce et pluridisciplinaire,
plus il y a des chances que les symptômes diminuent. Daoud, tu as la conclusion? Merci pour la conclusion. Bon, je pense que Anthony et Fatma, et puis moi, je vous ai donné une liste du Papa Noël pour le 2 avril qui est quand même assez bien longue. Mais tu sais, Daoud, il y a bientôt des élections cantonales, régionales, présidentielles. Et tu sais qu'à ce moment-là, les hommes politiques sont souvent généreux, hein, en parole et parfois en actes. Donc profite. Ça dépend. Profite. Si on nous donne déjà 80% de ma liste de Papa Noël, je serais très content. Non, pour la journée de l'autisme, habillons, il faut qu'on s'habille tous en bleu. Après, moi, je fais un appel à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. L'association d'Anthony, comme toute association, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a besoin d'aide. Si on a des professionnels bénévoles qui sont à côté du Monde Bleu 71, qui peuvent aider, il faut qu'ils se rapprochent d'Anthony. Si on a des patrons, là, on va payer nos impôts. Anthony a une association loi 1901. Il peut faire des CERFA. Donc, on peut faire des dons, ça peut être déductible. Il faut qu'on puisse aider, parce que l'accompagnement des parents… Je ne suis pas reconnu, moi, encore d'intérêt public. Il faut absolument se dépêcher. Même sans CERFA, il faut que les gens puissent soutenir cette association. Quand une association fait un travail, il faut vraiment la soutenir. Sinon, à un moment donné, elle meurt et après, on dit « Ah ouais, mais il n'y a personne qui fait rien. » Mais il n'y a personne qui soutient. Donc, pour faire, il faut soutenir. On est bien d'accord, Daoud. Pour faire, il faut soutenir. Mot de la fin. Soutenez le Monde Bleu 71, c'est de ma part. Et moi, je dirais… merci, Daoud. Moi, je soutiens le silence des justes parce que aussi, eux, ils ont besoin de soutien aussi, de toute façon. Donc, toutes les associations aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, ont besoin de soutien. Donc, moi, je soutiens à fond le silence des justes. Donc, moi, je soutiens Chalon TV, qui est une association et qui n'a qui est une association aussi qui a besoin de soutien. Pas de subvention, disons, territoriale. Et voilà, on est des bénévoles et comme tous les bénévoles, à un moment donné, on se fatigue. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, Daoud, on a plein de volonté, on a plein d'envie de faire connaître des choses, mais si on n'a pas d'argent, à un moment donné, on s'arrête parce qu'on est burn-out. Écoutez, on se donne rendez-vous l'année prochaine, le 2 avril 2022. On aura peut-être un nouveau président. Ça serait bien aussi. Voilà, le 2 avril 2022, ça serait bien que Daoud soit là avec Fatma, on ne sait jamais, pour le faire directement sur plateau, ça serait bien. Là, on l'a fait, on l'a fait en visioconférence. Voilà, on vous invite, vous êtes bienvenus sur le plateau. On a un plateau de télévision qui est associatif, mais bon, qui est quand même comme tu dis, parce qu'on est tous ensemble. Écoutez, merci à tout le monde. J'espère que cette émission aura apporté un regard différent et positif sur le handicap de l'autisme et que les parents qui ont des enfants ou des adolescents ou des adultes autistes seront un peu réconfortés et que ceux qui ne connaissaient pas ce monde-là auront un regard positif, bienveillant et qui comprendront mieux. Et espérons que l'État et que tous ceux qui peuvent aider le feront encore plus. Merci à tous et à bientôt. TV, merci Dominique. Merci Dominique, merci Daoud, merci Fatma. Merci Chalon TV. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous à vous tous.